Alors, je vais donc demander à Jean-Pierre Gégou, si c'est possible, de prendre la parole. Je suis très heureux de vous présenter mon président, puisque c'est le président de l'Académie vétérinaire qui s'est posé la question du dialogue entre médecins et vétérinaires, et c'est à cette occasion-là qu'ils m'ont demandé d'être dans l'Académie comme médecin titulaire, et nous essayons de travailler ensemble, et nous réussissons d'ailleurs. Et je tiens à remercier au soutien indéfectible que Jean-Pierre a toujours eu par rapport à cette option qui est celle de son mandat. Tu as la parole, Jean-Pierre. Bien. Merci. Merci Christian, monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs, mes chers consoeurs, chers confrères. Je suis particulièrement heureux de répondre à l'invitation de notre ami Christian Hervé pour vous parler donc de vétérinaires, d'animaux et de Covid-19. Bien évidemment, le 16 mars 2020, l'allocution du président Emmanuel Macron a sonné fortement dans l'esprit des vétérinaires. Nous sommes en guerre sanitaire, l'ennemi est là. Cela requiert notre mobilisation générale. En réalité, durant l'année 2020 de la Covid-19, les autorités sanitaires seraient-elles dispensées de l'expertise des 19 000 vétérinaires ? C'était en gros une question. Les vétérinaires n'ont jamais envisagé qu'il en soit ainsi, dès lors qu'il s'agissait d'une guerre sanitaire impliquant une maladie d'origine animale. Il faut dire que les vétérinaires sont plutôt discrets, avec un nombre restreint de 19 000 vétérinaires pour 218 000 médecins, mais sur le plan éthique, ils pensaient qu'ils pouvaient apporter leurs compétences, dans les limites de cette compétence, bien évidemment, dans cette lutte. Et cela a commencé précocement, puisqu'ils ont été une contribution importante sur le plan matériel pour les praticiens en tout début d'épidémie. Et ici, on retrouve un tableau du Conseil national de l'ordre des vétérinaires avec les différentes régions ordinales qui a été établi aussi suite à un recensement avec les ARS en collaboration avec les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires. Et on peut observer que 5 520 vétérinaires se sont inscrits sur la réserve sanitaire. Bon, par la suite, il s'est avéré qu'on n'a pas eu besoin de les appeler. Ils ont mis à la disposition des médecins 420 respirateurs d'anesthésie, 1749 concentrateurs d'oxygène et 504 appareils de monitoring d'anesthésie, de façon à reconstituer un certain nombre donc d'unités de réanimation qui ont été fortement appréciées et utiles au début de la pandémie. Le deuxième événement a été le 12 mars 2020, donc la réunion du Conseil scientifique Covid-19 sous la direction de Jean-François Delfraissy, dont on a apprécié l'immense responsabilité qu'il a assumé d'endosser, avec une douzaine, je pense, de membres de ce conseil scientifique. Et ce fut quand même une incompréhension de la part des vétérinaires de voir que pour cette maladie d'origine animale, ils n'étaient pas représentés. Et dans un deuxième aspect, si on remontait jusqu'au One Medicine, on était un peu surpris que, alors que, notamment dans les débuts des années 2000, dans le cadre des risques qu'il y avait par rapport à des endémies suite à l'influenza aviaire, et le développement donc de la notion du One Health, avec le soutien de l'OMS, de l'OIE, de la FAO, qui avait été renouvelé à Hanoï en 2010, dans l'esprit d'une lutte commune médecins, vétérinaires, écologues, contre les maladies émergentes, les épidémies et les pandémies. Ce One Health, une seule médecine n'était pas prise en compte. On a été rassurés lorsque, suite à certainement un certain nombre d'interventions administratives, politiques au plus haut niveau, en février 2021, officiellement, mais je pense qu'il travaillait déjà depuis le mois de janvier, a été prise en compte la composante vétérinaire avec la nomination de Thierry Lefrançois, docteur vétérinaire, inspecteur de santé publique vétérinaire, directeur de recherche au CIRAD, expert des approches intégrées et des réseaux de santé. Un problème s'est posé pour les vétérinaires dans la mesure où ils disposaient en fait, à travers les laboratoires départementaux d'analyse, de 65 laboratoires
répartis sur l'ensemble du territoire en 87 sites, tous accrédités COFRAC depuis plus de 30 ans. Donc laboratoire de haute qualité, réseau de et quelques laboratoires d'analyse privés étaient aussi aux normes ISO 17025. Ces laboratoires étaient pour certains capables de réaliser 7000 tests PCR par jour. Ils disposaient de systèmes qui étaient très avantageux dans la mesure où ils étaient ouverts, c'est-à-dire que les tests qui étaient utilisables n'étaient pas liés à la machine et pouvaient être fabriqués d'une façon aisée, même par des laboratoires vétérinaires. Mais de ce fait, il n'avait pas de problème d'approvisionnement de réactifs, on n'avait pas de dépendance externe au pays. Les résultats pouvaient être transmis en 12 heures et le coût des analyses était bas. Tout ceci était en liaison avec le fait que ces laboratoires départementaux sont habitués à répondre à des demandes urgentes en cas d'épizootie. Et ils disposaient donc d'un personnel extrêmement bien qualifié. Il s'agissait donc d'une ressource de très grande ampleur et tout ceci s'est trouvé confronté, lorsqu'ils ont proposé leur service, à un cloisonnement administratif et réglementaire entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Donc là encore, il a fallu un certain nombre d'interventions au niveau administratif, politique, pour que, depuis la présidence de la République, redescende vers le ministre donc, des Solidarités et de la Santé la possibilité de ce décret du 5 avril 2020 qui a permis aux laboratoires d'analyse départementaux, de recherche et privés de travailler en collaboration et sous la direction de laboratoires médicaux, été mis à la disposition des ARS. Dans un rapport interacadémique extrêmement intéressant sur les tests de maladies infectieuses et pandémiques qui a été rédigé et produit sous l'égide de l'Académie des technologies, en collaboration avec l'Académie de médecine, de pharmacie, d'agriculture et de l'Académie vétérinaire, était posée simplement la question de la sous-utilisation des laboratoires vétérinaires, notamment donc en début d'épidémie. Ce choix était-il actif et assumé, basé sur un plan stratégique de mise en place des tests, ou s'agissait-il d'un choix subi par une incapacité à déployer les outils dont disposait la France ? Sur le diagramme que vous voyez à droite, cela représente en fait les 1 600 000 tests qui ont été réalisés par ces laboratoires départementaux entre le mois de août 2020 et le mois de janvier 2021, 1 600 000 tests. Il est évident que la profession devait réagir et l'Académie vétérinaire de France a constitué dès le 21 mars 2021 une cellule coronavirus Covid-19 sous l'impulsion de son président Jean-Luc Angot et c'est Marc Denain qui l'a organisé, qui l'a dirigé. Le but, c'était en fait de montrer la participation des vétérinaires à la gestion médicale d'une zoonose. C'était de diffuser la connaissance unique des coronavirus du monde animal que les vétérinaires possédaient. C'était en fait obtenir une évaluation du risque de Covid-19 dans les espèces animales, anticiper les conséquences de cette crise pour la santé animale et la santé publique. Et on a eu un lien important en fait avec l'Académie de médecine et c'est essentiellement le professeur Jeanne Brugère-Picot qui était membre de ces deux académies qui a développé ce lien. Nous avons diffusé 19 communiqués de l'Académie vétérinaire de France, dont certains ont été partagés avec l'Académie de médecine, avec l'Académie nationale de pharmacie. Et les thèmes qui ont été traités dans ces communiqués, c'était essentiellement donc l'offre des laboratoires vétérinaires dont on a parlé, l'organisation de la recherche avec une coordination nationale et internationale, la présence d'un vétérinaire au conseil scientifique Covid-19. On a participé donc à la diffusion des informations sur la nécessité du recours aux mesures barrières. On a parlé d'une seule santé et de la capacité des laboratoires vétérinaires et des entreprises vétérinaires à fabriquer des tests et des vaccins, pour lesquels il n'y a pas eu de suite. Ensuite, le domaine qui était très important, c'était de savoir quelles étaient les espèces sensibles au SARS-CoV-2.
Il y a eu donc des communiqués sur le cas particulier des visons dont vous avez bien entendu parler, avec ces risques majeurs de variants dans ces élevages de visons. Des communiqués sur le risque particulier qu'on a connu à un moment donné dans les abattoirs, sur la chaîne alimentaire. C'était essentiellement du préventif, il n'y a pas eu spécialement de problème, et donc replacer l'importance de la santé publique vétérinaire. Vous voyez en haut à droite, sur le site internet de l'Académie, qui était rapporté le travail d'une douzaine de groupes de travail sur les animaux domestiques, quels risques, les vaccinations, la veille scientifique médicale, les tests diagnostiques, les coronavirus dans les différentes espèces animales, les origines de la Covid-19. Il s'agissait aussi de mettre en avant les compétences des vétérinaires en matière d'épizootie. Le domaine d'intervention des vétérinaires est relativement vaste. Cette santé publique vétérinaire, elle agit à travers, d'une part, la sécurité sanitaire du cheptel. N'oublions pas qu'en France, nous avons 20 millions de bovins, 14 millions de porcins, 2 400 000 ovins et caprins, et qu'il s'agit d'un cheptel d'une importance économique majeure par rapport aux différentes filières. Lorsqu'il y a des épizooties, il y a un risque à ce moment-là donc de rupture dans les filières d'alimentation. Et lorsqu'il y a des épizooties, il y a aussi un retentissement économique dans la mesure où le commerce international est éventuellement complètement stoppé. Les vétérinaires interviennent aussi dans la sécurité de la chaîne alimentaire. Vous savez que lorsqu'il y a des toxines-infections alimentaires, etc., les laboratoires départementaux dont on a parlé sont en première ligne. Donc toute cette surveillance du cheptel passe également sur le plan donc, des examens de laboratoire par nos laboratoires départementaux. Par ailleurs, en cas d'épizootie, il existe une organisation qui est extrêmement rigoureuse, et elle passe à travers donc, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, et spécialement la Direction générale de l'alimentation, avec ces différentes directions régionales et départementales de protection des populations, dans lesquelles se situe donc, le personnel des anciens services vétérinaires départementaux. Et il y a une triptyque entre, d'une part, donc, le ministère de l'Agriculture, d'autre part, le ministère de l'Intérieur, puisque lorsqu'une épizootie est déclarée, il y a une partie donc, du plan Orsec qui est déclenchée. De la même façon, le troisième triptyque, c'est tout ce qui est sont les aspects scientifiques, avec un maillage territorial par des vétérinaires libéraux qui sont dotés d'un mandat sanitaire et les techniciens vétérinaires des services vétérinaires. Nous avons aussi donc des réseaux d'épidémiosurveillance qui concernent donc les animaux de rente. Nous avons ces laboratoires d'analyse départementaux, les laboratoires de recherche, donc ceux de l'INRAE, ceux de l'ANSES, du CIRAD, et des laboratoires européens de référence pour les maladies animales, dont l'ANSES, bien évidemment, fait partie. Et donc, ces trois unités fonctionnent de façon extrêmement étroite et coordonnée en cas d'épizootie. Il faut dire qu'en matière de maladies animales, il n'y a pas de subsidiarité. C'est-à-dire qu'il existe au contraire une réglementation santé animale qui est extrêmement fournie, notamment en matière de maladies transmissibles, sur le plan donc, de l'Union européenne. Ce qui fait que tout ce qui se passe dans les différents pays européens est tout à fait homogène. Ce n'est pas ce qu'on a retrouvé dans la lutte contre la Covid-19, avec des approches éminemment différentes, quelquefois selon les pays. Nous avons aussi des recommandations que nous suivons, celles de l'OIE, l'Office international des épizooties, et des lignes directrices qui viennent de l'Organisation mondiale du commerce. Ce savoir-faire par rapport aux épizooties est directement lié à des notions donc, d'organisation, de préparation, de simulation par rapport à ces différentes maladies potentielles. Et tout ceci est assurance de rapidité et d'efficacité. Vous voyez sur la gauche là, la liste des maladies dont vous avez probablement entendu parler d'une façon un peu annexe et superficielle, mais qui ont été prises en compte. Et on peut parler de la fièvre catarrhale ovine, on peut parler de la maladie de Schmallenberg, on peut parler de façon un peu plus ancienne de l'encéphalite spongiforme bovine, tout un tas de maladies qui ont été maîtrisées
depuis ces 20 dernières années. Il est évident que les vétérinaires ont de ce fait une connaissance de l'épidémiologie animale et de l'évolution des maladies basée sur une médecine de groupe qui n'est certainement pas donc la médecine qui prédomine en médecine humaine, qui est avant tout une médecine individuelle. Sur le schéma en bas à droite, vous voyez la coordination entre, à gauche, tout ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, avec ses différents niveaux, les directions ministérielles, les préfectures régionales et les préfectures départementales, avec des cellules donc, qui concernent cette chaîne à gauche de l'Intérieur et à droite du ministère de l'Agriculture. Alors, ce que nous apprennent les coronavirus animales. L'année donc 2020 a été donc l'occasion pour de nombreux vétérinaires spécialisés dans les maladies infectieuses et spécialement donc virales, comme Sophie Lepoder, Stéphane Sientara, Éric Leroy, Hubert Laude, Mohamed Bouzouaya, Jeanne Brugère-Picou, Marc Denain, José Besser, de diffuser ces connaissances spécialisées des vétérinaires pour des coronavirus qui sont connus dans le monde vétérinaire depuis très longtemps, puisque les premiers coronavirus qui a été identifiés l'ont été chez les oiseaux. En 1931, il s'agissait donc de la bronchite infectieuse aviaire. On peut considérer que presque toutes les espèces sont concernées par des coronavirus. Celles qui y échappent, ce sont essentiellement les poissons et les insectes. Il existe, à travers ces coronavirus, un grand éventail de pathologies. Et tout ceci est intéressant à étudier puisqu'on peut retrouver certains éléments à travers la façon dont a évolué la Covid-19. Avec le plus souvent des affections entéritiques. C'est le cas chez le porc, chez les bovins, chez le chien, chez le cheval. Des affections respiratoires chez les oiseaux, chez les bovins, chez le chien, chez les félins. Des affections systémiques chez le chat. Et quelquefois les affections du système nerveux chez le porc ou la souris. On a pu constater une évolution de la clinique dans le temps. Alors, il fut dans la période d'évolution notamment des coronavirus, par exemple chez le porc, c'était essentiellement dans les années 80-90. Nous avions des évolutions qui correspondaient certainement à différents variants. Les premiers variants ont amené beaucoup de mortalité chez les porcelets. Et dans des vagues successives, ces variants nouveaux étaient à l'origine plutôt d'une atteinte des porcelets, des porcs à l'engraissement. Et dans une troisième vague, il s'agissait d'atteinte davantage des adultes et notamment de l'appareil reproducteur. Les mêmes espèces peuvent être concernées par plusieurs coronavirus, certaines qui sont banales, d'autres qui peuvent être beaucoup plus pathogènes. C'est le cas chez le chien, c'est le cas chez le porc. Il existe des liens phylogénétiques extrêmement proches et importants entre les différentes espèces et on note aussi de nombreuses transmissions interspécifiques. Avec les variants, chacun maintenant est conscient de la plasticité qui existe dans cette famille des coronavirus avec de nombreuses mutations possibles à l'origine des différents variants. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant à noter, c'est la possibilité que ces mutations soient source de changement de cible. Et là, on a un exemple chez le chat, puisqu'il existait un coronavirus qui est un coronavirus tout à fait banal, qui touchait essentiellement l'appareil digestif. Et une mutation a permis à ce coronavirus de changer de cible et d'atteindre directement les monocytes et d'être à l'origine d'endothélites extrêmement graves, la péritonite infectieuse féline, qui peut évoluer sous une forme humide ou une forme sèche, mais en attendant avec une atteinte de différents organes et extrêmement pathogène avec une forte mortalité, évoluant sur un état un peu endémique dans les élevages de chats avec beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Il existe bien évidemment une immunité croisée, mais celle-ci est relativement faible. Pourtant, elle a pu rendre service, notamment chez le porc, par exemple, après de nombreuses vagues d'atteinte de coronavirus à orientation, affection essentiellement donc entéritique. Nous avons eu un variant qui est
provoquer une atteinte essentiellement respiratoire, avec une immunité croisée, avec ces virus à atteinte entéritique, et c'est le passage de ce virus à orientation davantage respiratoire qui a permis d'immuniser donc les porcs et permettre quasiment donc une disparition de ces atteintes de ces virus à orientation entéritique. Il existe aussi quelquefois des co-infections virales dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que chez le chien, on a un coronavirus qui est banal, avec une atteinte essentiellement intestinale. Et en fait, lorsqu'il est associé à un parvovirus, à ce moment-là, on a une évolution beaucoup plus dramatique de la maladie. Bien évidemment, nous n'avons pas connu cette période heureuse de ce point de vue vaccinal que nous avons avec les ARN messagers. Et durant toute cette période, donc, c'était essentiellement des vaccins classiques, des vaccins recombinants, donc de rares vaccins disponibles permettant une certaine lutte contre la maladie, mais c'était essentiellement les mesures barrières très bien respectées qui ont permis de repartir sur des élevages sains la plupart des fois, notamment en matière porcine. Alors chez les oiseaux, il existe en fait un très grand nombre de mutations qui sont à l'origine de la nécessité de vaccins renouvelés d'une façon régulière et de plans de prophylaxie extrêmement complexes de façon à éviter les pertes économiques graves que pourraient provoquer ces coronavirus en l'absence de vaccination. Chez les bovins, il existe aussi donc un vaccin associé à rotacoronavirus, mais avec une efficacité tout à fait relative. Et ce que l'on attendait, c'était essentiellement donc, la possibilité de lutter contre la péritonite infectieuse féline chez le chat. Et nous avons depuis quelques années un vaccin qui n'est pas disponible en France, qui est un vaccin thermosensible en fait, par voie intranasale. Alors, sur le plan de la recherche, on va signaler sur le plan éthique que le... C'est un problème de cadrage. J'aimerais quand même noter l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation qui a exigé que les publications relatives à la Covid-19 soient libres d'accès, de même que les sources et les données. Une étude canadienne a mis en évidence que sur 13 000 publications citées en référence, cela donc ramenait au point de vue des sources 200 000 autres articles scientifiques n'ayant rien à voir avec le nouveau coronavirus, soit en moyenne 20 références par article. Et sur ces 200 000 articles, seulement 20% relèvent du domaine de la virologie. Et il est à noter que parmi ces 200 000 articles, 5% sont des articles de sciences vétérinaires. La recherche vétérinaire s'est intéressée à tous les aspects de cet agent pathogène, le séquençage, les tests PCR, les RT-PCR, les sérologies, la recherche des différents variants, la recherche des mutations, des recombinaisons, l'appréciation de la virulence et bien évidemment le contrôle des cibles cellulaires. Ce qui était bien évidemment aussi important, c'était de juger de la prévalence du SARS-CoV-2 dans les différentes populations animales, domestiques et sauvages. Les vétérinaires ont pu intervenir aussi dans certains domaines de la recherche concernant les médicaments et la mise à disposition de vaccins. On rappellera que l'Agence nationale de recherche a mis en place un processus accéléré d'évaluation des projets avec la participation d'un vétérinaire, Hubert Laude, qui fut un spécialiste des coronavirus dans le monde animal. Il était chercheur à l'Institut national de recherche agronomique et environnementale. Pour vous donner quelques exemples, l'École nationale vétérinaire de Toulouse a travaillé sur le séquençage du virus de Covid-19 en 24 heures.
L'École nationale vétérinaire d'Alfort a travaillé sur le portage du Covid-19 par l'homme et l'animal. L'École vétérinaire d'Alfort a travaillé sur l'homologation du cahier des charges d'un respirateur créé spécialement à l'occasion de cette Covid-19. Marc Eloi de l'ENVA a lui aussi travaillé sur un test sérologique dans le cadre de ses travaux en commun avec l'Institut Pasteur. Avec AgroSup, l'INRAE a travaillé avec des enseignants vétérinaires chercheurs sur les différentes données épidémiologiques du Big Data pour mieux comprendre et prédire l'évolution du virus Covid-19. À l'École nationale vétérinaire de Toulouse, récemment, une publication sur le meilleur moment d'utilisation de l'interféron de type 1 dans le traitement de la Covid-19. À l'Institut Pasteur, une équipe de Hervé Bourri, vétérinaire, et de Guillermo Daz de Mello a travaillé récemment sur un animal de laboratoire, le hamster, pour avoir des informations sur l'anosmie. Une recherche originale est celle du professeur Maréchal. Le professeur Maréchal, largement en collaboration avec les laboratoires départementaux, a créé un outil de mesure de la circulation du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, permettant en fait de juger du niveau de contamination des populations, permettant de déceler de façon précoce un rebond épidémique. Bien évidemment, important, le rôle, donc la place des animaux dans cette Covid-19. Il s'agissait en fait de la première pandémie pour laquelle une contamination des animaux de compagnie pouvait être redoutée. Pouvaient-ils être contaminés? Étaient-ils des vecteurs passifs ou plus ou moins actifs? Étaient-ils des réservoirs de virus? Très vite, des publications sont intervenues pour mettre en garde de façon à ne pas négliger le rôle des animaux de compagnie dans une éventuelle transmission de la pandémie. Donc les publications d'Éric Leroy, de Beriadeg Le Gouil et de Jeanne Brugière-Picou dès le mois de mars 2020. Ensuite, des études ont été faites sur la prévalence du SARS-CoV-2, enfin des anticorps, chez les animaux de compagnie. Et une enquête est en cours actuellement sur le plan sérologique à grande échelle, avec une exploration de l'effet de la deuxième vague épidémique Covid-19 de novembre 2020 à juin 2021, de façon à juger à partir de la collecte d'environ 6500 échantillons sanguins chez les chiens, les chats et différentes espèces de petits mammifères, et organisé par l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, le Centre national de recherche en maladies infectieuses à Lyon et le laboratoire VBio, un laboratoire de référence privé en pathologie clinique vétérinaire. Il est important de noter que la pandémie de Covid-19 a été révélatrice chez les vétérinaires d'un déficit de données chez l'animal de compagnie, notamment en épidémiosurveillance. Ceci était à l'origine donc d'un colloque vers la mise au point d'un réseau de veille sanitaire des maladies contagieuses des animaux domestiques le 21 octobre 2020, qui a réuni l'Académie vétérinaire de France, la Société centrale canine, le LOF, c'est le livre des origines félines, l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, de façon à poser ce problème des données, le problème de l'épidémiosurveillance des animaux de compagnie. Un groupe de travail a été créé à l'Académie vétérinaire de France sous la direction de Francis Desbrosses et de notre ami Christian Hervé sur les données numériques et leur utilisation, avec l'objectif de créer les conditions d'un Health Data Hub vétérinaire, si possible relativement proche des Health Data de médecine humaine, de façon à avoir une collaboration avec les jeunes start-up dans ce domaine. En conclusion, on pourra rappeler qu'aucun plan de prévention opérationnelle de lutte contre les pandémies et intégrant l'expertise vétérinaire n'existait en France. On a été confronté à un cloisonnement entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. Ce cloisonnement, en fait, a été aggravé par quelques décisions qui avaient été prises dans les début des années 2020, du retrait des vétérinaires de la liste des professions de santé, ce qui a posé un problème lorsque les vétérinaires se sont proposés et puis finalement ont été autorisés à participer aux campagnes de vaccination.
Et le retrait aussi, dans la suite de la loi Bachelot, en 2010, je pense, du retrait de l'accès des vétérinaires au DES de biologie médicale, qui était un lien vraiment très important de collaboration et où se retrouvaient donc la biologie vétérinaire et la biologie médicale. On peut faire le constat en fait d'une santé publique vétérinaire qui est très orientée sur les maladies infectieuses, comme je vous l'ai montré, sur les zoonoses, vis-à-vis d'une santé publique chez l'homme qui est davantage accaparée par les maladies non infectieuses, Alzheimer, cancer, obésité, addiction, santé mentale. On a fait le constat de la nécessité de ne pas négliger les données de l'épidémiosurveillance pour les animaux domestiques et les animaux sauvages, les animaux domestiques le plus souvent considérés comme les membres de la famille, par rapport au risque donc de leur contamination, de leur rôle de vecteur, de réservoir. Donc, un point particulier, donc la surveillance de la faune sauvage. Quelles ont été les suites Les suites ont été intéressantes à travers notamment un avis interacadémique sous l'égide de l'Académie des sciences, avec l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Académie vétérinaire, en juin 2021, qui allait dans le sens d'une demande du décloisonnement entre la médecine de l'homme et la médecine de l'animal. Une tribune a été aussi écrite dans un journal de grande diffusion par le professeur Pilette de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine. Le retour a été bien évidemment favorable de la part du ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, qui a insisté sur l'importance d'une seule santé, qui a insisté sur le panel d'experts de haut niveau en matière de One Health, sur l'approche interdisciplinaire et pluriprofessionnelle qui est souhaitable, favorable au décloisonnement, à l'interdisciplinarité médecine humaine, médecine vétérinaire, dans la formation, y compris des vétérinaires, des médecins, et dans la formation et dans la recherche. Il a insisté sur la 5e mesure du plan santé-environnement, qui incite au développement de formations ouvertes aux professionnels de santé humaine, aux vétérinaires, aux spécialistes de l'environnement, afin de favoriser les interactions et une approche globale dans une démarche une seule santé. Il est bien évident qu'à l'avenir, la prévention des pandémies doit associer les professions médicales, vétérinaires, les biologistes, les agronomes, les écologues, les chercheurs, les membres du Muséum national d'histoire naturelle dans la prévention des pandémies. Mais là, dans ma conclusion, je rejoindrai le professeur Delfraissy, c'est-à-dire que la réflexion doit être élargie en tenant compte que les politiques ont manqué de culture scientifique, et spécialement en virologie, ou de la connaissance du vivant, qui leur aurait permis d'être davantage dans l'anticipation, davantage dans le One Health, davantage dans l'adaptation, et probablement moins dans l'imprévu et la surprise. Voilà ce que je voulais vous transmettre comme point de vue de la médecine vétérinaire et de son intérêt, bien évidemment, et de son implication dans la Covid-19.